Quand j'ai rencontré des chercheurs, notamment de l'université de Bordeaux, au laboratoire EPOC, Bruno Castel m'a permis de faire le lever du trait de côte en Gironde avec son équipe. Et ils ne comprenaient pas pourquoi je leur demandais d'assister à ça. Je leur posais des questions hyper techniques sur leur travail, et puis eux, à l'inverse, ne comprenaient pas pourquoi une artiste s'intéressait à tout ça, et puis surtout ce que j'allais en faire. Et je ne pouvais pas leur répondre parce que moi-même, j'étais en recherche et je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et finalement, petit à petit, dans les discussions, ce qui est apparu, c'est qu'on avait des démarches très similaires, en fait. J'avais, comme eux, assez souvent une hypothèse de départ et des éléments qui allaient me permettre de développer une forme de réponse, ou trouver quelque chose, une idée de mise en forme. Et c'est exactement ce que, déjà, d'une part, les artistes et les scientifiques sont assez incompris du reste de la population. Alors déjà, ça nous faisait un point commun. Et oui, moi, je suis complètement rentrée dans leur démarche parce que on n'a pas les mêmes protocoles. Mais en fait, moi, je travaille aussi beaucoup avec des protocoles et du coup, on se retrouvait vachement sur cette question-là, sur vraiment, oui, la manière de se poser une question et d'essayer de trouver des réponses. Ce qui m'a beaucoup frappée quand j'ai commencé à interroger des spécialistes, c'est que il y avait toujours des événements naturels, des constructions anthropiques et un lien de causalité, disons. Sauf qu'en fait, et c'est souvent comme ça que quand on parle, je pense, à des personnes qui travaillent autour de l'environnement, il y a la nature et il y a l'homme. Et à aucun moment on ne considère qu'en fait l'homme fait partie de cette nature. Prendre un autre exemple très différent, mais la gestion des forêts. Ça fait quand même assez longtemps que l'homme exploite la forêt pour couper du bois, se chauffer, fabriquer des objets, peu importe. Donc, et si on ne coupe pas du bois, les arbres n'ont plus assez de place pour se développer. Donc en fait, il y a un écosystème qui se crée parce que l'humain en fait partie aussi. Et donc effectivement, si on coupe ce lien-là et si on sépare les deux, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut équilibrer les choses. Et ça, c'est assez difficile quand on parle à des spécialistes de l'environnement, de replacer l'humain dans des relations d'interdépendance, en fait. Et pas isoler la nature. J'ai traversé pas mal de terrains du Conservatoire du Littoral, par exemple. Le Conservatoire du Littoral, déjà, ça s'appelle conservatoire. Donc, qu'est-ce qu'on conserve et en quel état ? Est-ce qu'on a une idée d'un état presque édénique, antédéluvien, d'un état de la nature sauvage à laquelle il faudrait retourner? Je ne pense pas. Même si effectivement il y a des terrains qu'il faut sauver de pollution massive, etc. Comment est-ce qu'on conserve sans empêcher l'évolution naturelle d'un lieu ? Alors évidemment, pour toutes les personnes qui travaillent au Conservatoire du Littoral, c'est une question sans fin. Qu'est-ce qu'on considère comme une plante invasive ? Par exemple, souvent elles ont été amenées par l'homme, mais en même temps, non, pas forcément. Et donc repenser tout le cycle sans se dire que les choses devraient ne pas évoluer. Alors qu'en fait, si, elles vont évoluer et que ça dépend de plein de choses et que simplement il faut s'adapter. Et par rapport à d'autres projets que j'ai pu faire sur la question du patrimoine, par exemple, qui est quelque chose de très figé, là, justement, il faut aussi considérer que le patrimoine, c'est peut-être autre chose. En l'occurrence, petite anecdote à Biarritz, quand je suis allée rencontrer un géologue là-bas, qui m'a dit mais si on ne fait rien en fait pour consolider la falaise, ces maisons magnifiques qui ont vue sur mer vont partir à l'eau. Et donc si on ne les protège pas, en fait, on ne protège pas notre patrimoine. Alors oui, mais en fait, est-ce que c'est pas un patrimoine plus intéressant que de se dire on archive tout ce qui a été fait, on trouve des moyens d'en conserver la trace et la mémoire, mais on considère aussi que ce qu'on lègue à nos enfants, c'est la conscience qu'en fait, il ne fallait pas construire cet endroit-là. Il y a peut-être un patrimoine plus durable sur le long terme, ou bon, je ne sais pas.
toutes mes interrogations sur l'évolution du littoral et le recul du trait de côte. Alors déjà, c'est pas un environnement que je maîtrise tellement parce que j'ai grandi en Lorraine et que c'est quand même très loin de la mer et que donc c'est pas du tout familier, ou alors ça l'est en tant que touriste pour les vacances. Et puis, ce qui m'a fait me rendre, disons, sur ces territoires-là, ça partait d'une question historique. J'étais en résidence à Rochefort avec le Musée national de la marine en 2019-2020, et en commençant à arpenter ces lieux et ces plages notamment, autour de Rochefort, mais surtout entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, j'ai découvert énormément de bunkers du mur de l'Atlantique, des vestiges qui étaient déjà très avancés dans l'eau, voire complètement immergés pour certains. Et même si j'avais conscience que c'était effectivement des fortifications qui dataient de la Seconde Guerre mondiale, c'était le moment où je me suis rendu compte de la distance qui les séparait de la dune ou de l'actuel trait de côte. Et c'était quand même particulièrement touchant et impressionnant en fait de voir 100-200 mètres entre le bunker qui est à l'eau et la dune actuelle, sachant que c'est des constructions qui sont des monolithes de béton et qui ne bougent pas. Et la raison pour laquelle on les utilise comme marqueurs de l'érosion et que c'est le sol qui se déplace et qu'eux restent au même endroit, immuablement. Et ça a été le point de départ d'une prise de conscience très liée à la côte, à la France, etc., qui n'était pas, disons, générale sur les questions environnementales. Et après, en fait, en faisant des recherches et en m'intéressant à ça, puis cette année, en discutant avec des chercheurs, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas ce que j'avais pensé au début. Et effectivement, une question de réchauffement climatique ou d'environnement, c'est un phénomène naturel qui se passe tout le temps, partout, qui est lié à des évolutions naturelles du climat, qui est peut-être amplifié par le réchauffement climatique, mais pas forcément à tous les endroits, et qui est surtout qui évolue surtout en fonction des constructions humaines. Et donc depuis les années 60 à l'urbanisation gigantesque qui a été faite sur toutes les côtes françaises. Et là, ça rejoignait aussi une thématique qui revient très souvent dans mon travail, qui est le tourisme. Et alors, j'avais beaucoup travaillé sur les objets liés au tourisme, l'objet souvenir, etc. Là, c'est le tourisme de masse le plus répandu et le plus connu, qui est celui des vacances à la plage. Et voilà, du coup, l'environnement et cette préoccupation-là, elle était plutôt une préoccupation à titre personnel et plutôt aussi dans l'univers domestique, disons, mais pas directement relié à mon travail. Et de plus en plus, alors j'avais déjà travaillé sur des œuvres qui utilisent des éléments naturels, par exemple, ce genre de choses. Et là, ça devient de plus en plus des interrogations quasi quotidiennes sur qu'est-ce que j'utilise pour produire des formes. Aussi, pourquoi encore produire des formes qui restent, et qui restent pourquoi, à quoi ça sert, etc. Bon, j'ai un peu résolu cette question par la performance. Je préfère le moment à la production de formes. Voilà, mais au départ, c'était pas... Je le redis parce que les chercheurs me l'ont expliqué aussi sur la question de l'évolution du trait de côte. Les préoccupations environnementales sont très présentes aujourd'hui et très présentes dans le travail de beaucoup d'artistes, parce que c'est une urgence et que ça devient de plus en plus important. On ne peut pas même travailler sans ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec la côte, c'est que ce n'est pas le réchauffement climatique, et c'est aussi accepter que c'est le fonctionnement naturel des choses et qu'il faut se reconnecter avec et les comprendre sans parler, enfin sans catastrophe en fait. C'est pas une catastrophe naturelle, l'érosion. C'est considéré comme un phénomène naturel. Le
le littoral de Charente-Maritime, je pense, a été extrêmement marqué par la tempête Xynthia. Et du coup, on peut voir énormément de constructions, je pense, une construction post-Xynthia, des dispositifs anti-submersion, des travaux vraiment gigantesques, je pense, enfin, des systèmes d'enrochement, de digues, d'épis, des murs en béton, même à certains endroits, je crois, du côté de Châtelaillon, Étré, etc., des endroits où la plage est d'abord constituée du front de mer, puis d'un mur, puis d'un énorme enrochement, je ne sais pas combien de kilomètres il y a d'enrochement dans le coin, mais ça doit être vraiment énorme. Et puis même des endroits où les plages sont presque bétonnées, ce qui est quand même très intéressant et très contrasté par exemple avec la Gironde. C'est très spécifique. En Gironde, il n'y a quasiment aucune construction de défense contre la mer. C'est 111 km de côte sableuse. Et il y a quelques épis comme ça qui traînent, la Canot. Et puis après, autour de Soulac, les piscines, qui sont des constructions historiques qui datent des années 30. Et rien de très récent, à part quelques enrochements très ciblés sur des bâtiments, par exemple. Mais rien du tout de l'ampleur de ce que je vois ici. Ou sur l'île de Ré, je pense que c'est encore plus fortifié, du coup, que l'île d'Oléron. Il y a à l'île de Ré quand même une porte de port anti-submersion à la flotte en Ré. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part sur tout le reste de la côte de Nouvelle-Aquitaine. Mais ce qui est hyper impressionnant quand on fait ce genre d'itinéraire, c'est que tout d'un coup, on se rend compte de la création presque du paysage ou sa métamorphose de kilomètre en kilomètre avec différents faciès géologiques se voit. Et donc j'ai pu être déjà j'ai commencé un peu la géologie parce que j'avais très peu de repères en géologie. Et donc il y a d'abord les 40 km de côtes rocheuses qui sont les seules côtes rocheuses de la Nouvelle-Aquitaine, avec du coup des falaises de flysch, des roches stratigraphiées extrêmement impressionnantes qui bougent énormément. Puis la côte devient une côte sableuse après un estuaire. D'ailleurs, je pense que mon itinéraire a été marqué en étapes, disons, entre plusieurs estuaires. Les estuaires, c'est, d'après ce que les chercheurs m'ont raconté, les endroits où ça bouge le plus, où les sédiments se transportent énormément. Et je pense que là aussi, c'est la création du paysage tel qu'on le connaît est due à l'emplacement de ces différentes embouchures. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir fait des étapes comme ça par embouchure. Donc la Bidasoa est la frontière espagnole jusqu'à l'embouchure de l'Adour. Et à partir de ce moment-là, c'est le début des Landes. Ça marque aussi parfois des frontières départementales. Donc j'ai pu voir comme ça le paysage évoluer sous mes yeux, retrouver des choses qui commençaient à être plus familières ici en Charente-Maritime avec des marais et des plages moins radicales en termes de sable. Sur ce que j'ai produit au final, et au-delà même de ce que j'ai produit, juste de ma rencontre avec des chercheurs, je pense, j'espère, que sur certains lieux ou sur certaines questions qui se posent, moi j'ai eu du coup des réflexes qui sont liés à ma pratique ou à mon domaine. Du coup, forcément, je fais un pas de côté par rapport à ce que eux font et je regarde autrement eux, comment est-ce qu'ils vont mesurer telle ou telle chose, etc. Et donc, j'ai pas la même manière de voir le paysage qu'eux aussi. Et ça, c'était très intéressant de confronter les vocabulaires. Après, sur les images que j'ai produites, alors,
quand j'en ai montré certaines à des scientifiques avec qui j'avais échangé, ils m'ont dit « Ah, mais c'est marrant parce qu'en fait, tu as choisi le lieu où, en fait, il y avait ça, ça, ça et ça, et on ne te l'avait pas raconté sur le coup, et puis maintenant que tu nous montres l'image, en fait, voilà. Donc, finalement, peut-être à force, j'ai réussi à capter certaines choses. Alors, je suis loin d'être une spécialiste en géologie, toujours, même si j'ai fait quelques progrès. En tout cas, moi, ça m'a permis ça. Et puis après, peut-être à eux aussi, sur tous ces paysages qui tentent de comprendre, dont ils essaient de comprendre l'évolution, d'avoir une autre vision de cette chose-là. Voilà. Après, ce qui m'a aussi frappée dans l'itinéraire sur la perception du paysage, c'est le travail de certains chercheurs et chercheuses qui tentent de mettre en place des solutions souples et qui du coup pourraient faire réapparaître des paysages qu'on avait oubliés sur certains lieux. Du coup, par exemple, permettre aux dunes de retrouver leur mobilité pour absorber les chocs liés à des tempêtes, ou bien remettre en place des marais qui permettent de faire tampon pour qu'en cas d'événement de submersion, l'eau s'engouffre à cet endroit-là et pas là où il y a des constructions. Et toutes ces pratiques qui étaient très connues en fait, de tout temps par les habitants de ces zones et qui ont complètement été oubliés, on essaye de les redécouvrir avec des chiffres, avec des calculs, avec des cartes, tout ça. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a frappée dès que j'ai commencé, cette question de la mémoire, enfin surtout de l'oubli, du coup, qu'est-ce que la culture du risque à un moment donné où le littoral est une zone quasi exclusivement dédiée au tourisme, où les activités de pêche sont presque devenues mineures dans plein de lieux. Les personnes qui le fréquentent pour 2 mois, 3 mois peut-être, ou des vacances, des moments très ponctuels, et oublient le fonctionnement naturel des lieux. Donc en fait, c'est ça aussi qui fait perdre la mémoire de comment on doit réagir, comment est-ce qu'on doit construire des habitats à cet endroit-là, ou ne pas les construire d'ailleurs, les construire plus loin. C'est aussi, je pense, ce qui s'est passé avec Cynthia ici. On a parlé de réveil de la mémoire. Je pense que les personnes qui étaient habituées à ce genre d'événements climatiques savaient comment réagir, ou peut-être étaient mieux préparées à le faire. Donc, si on veut affronter ce qui va arriver en termes de recul et potentiellement de tempête ou de submersion, il faut réapprendre comment ça fonctionne. Ce qui a été aussi particulièrement frappant, je pense, c'est la traversée des Landes, parce que à cet endroit-là, et ça je ne l'aurais pas forcément compris si j'avais pas pu rencontrer des chercheurs qui me l'avaient expliqué et qui avaient retracé avec moi l'histoire du trait de côte et de sa fixation par l'homme, c'est que les Landes ont été fixées artificiellement, notamment par la forêt, et même les dunes ont été reprofilées à la pelleteuse. C'est quand même un truc sacré chantier, du coup, je serais à 200 km des Landes. Et les Landes, c'est ça, on a l'impression d'une seule et même dune pendant des kilomètres et des kilomètres, et la forêt derrière en rangée extrêmement droite. Et là, c'est un paysage très étrange, parce que ce sont des éléments naturels qui sont artificialisés en fait, et qui forment un paysage. Ce genre comment on dit, de conscience en fait, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce lieu, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, ou est-ce que c'est juste les pins ou tout ça, à quoi pouvaient ressembler les dunes avant aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'archives, enfin j'en ai pas encore trouvé, sur à quoi ça pouvait ressembler avant. Donc il y a ça, c'est un lieu qui est encore très, très particulier, mais du coup, ça fait prendre conscience, quand on regarde plein d'autres paysages aussi,
un champ, par exemple, qui a priori est un élément naturel, il n'y a rien de plus anthropisé qu'un champ. Donc au-delà du littoral, du coup, ça m'a quand même pas mal amené à regarder plein d'autres espaces très différemment.